Soki na kati kote kapasi Oa susu oyo na kolaka Bawera okoli Pena babati Ae Africa Africa Oh liberté Ae Africa Africa Oh liberté Nakobituna mondele akende ipana tozuwaka oyo ya nani pe Afrika ae Afrika Afrika oh liberté ae Afrika Afrika oh liberté Ngana kali kuna zami wa bame memuje mwanga le furu memuje mwanga le maye memuje mwantujo yoto ni mwana moro tuna beya furo watike kuna mbowa yoto ni mwana moro atipo furo watike kuna mbowa Angolier Mama sona mama ndevokela kwani mama sona Mama sona mama talabutsiri mama sona Bukwenda mboko watalama ni mange mama Bukwenda balula mabanzange mama Kalindiliwe muru basiwe siluwe saboli munya Basa kama yeluwe Basa mayelwe Balo ibasiri ngana kalikuna zami wababe Nabeya noji murube Elende noji murube Ange zambae Yodoji murube Yodo ni mwana moro tunabeya watike kuna mbowa Yoto ni mwana moro tunabea fura watike kuna mbowa Angolier Mama sona mama ndevokela kwani mama sona Mama sona mama talabushiri mama sona Bukwenda mboko watalama ni mange mama Bukwenda balula mabanza ge mama Mama sona mama talabushiri mama sona Bika mabanza chawa manakutanda Kalindiliwe mburu basiwe siluwe saboli munya Basa kama yeluwe Basa mayeluwe Balo ipasi ngana kali kuna zami wababe Memuje Mwanga lefuru Memuje Mwanga baba Memuje Mwanga mbyo Memuje Mwantujo Memuje Mwangalfu Memuje Mwangalfu
qu'aujourd'hui, à un moment où notre pays se retrouve dans une impasse politique. Une impasse politique parce que l'espérance démocratique née de la conférence nationale souveraine, qui réhabilitait le peuple congolais dans sa dignité de souverain primaire, en faisant des élections libres et transparentes, le mode attitré de désignation des dirigeants est aujourd'hui vivement menacé. Depuis le retour au pouvoir de M. Denis Sassou Nguesso, toutes les élections organisées par ce dernier, que ce soit les législatives comme les présidentielles, aucune n'a été ni libre ni transparente. La volonté du peuple, de notre peuple, n'est plus fidèlement prise en compte. Cette volonté est trafiquée, corrompue, pour asseoir la domination du président, qui est le Parti congolais du travail, le parti au pouvoir, le parti de M. Sassou Nguesso. Pour asseoir la domination du PCD et le retour à un monopartisme qui ne dit pas son nom. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, le PCD contrôle tout le processus d'élection au Congo, à un point qu'il n'est plus réaliste d'envisager une alternance au pouvoir. En tout cas, une alternance au pouvoir par des élections qui ne sont ni libres ni transparentes. Vous m'avez compris, chers compatriotes, il n'est pas réaliste de penser renverser le régime actuel à travers des élections qui se contrôlent de bout en bout. Quelle est donc l'alternative? C'est le terme de notre rencontre de ces jours. Quelle alternative devons-nous proposer à l'impasse politique actuelle? Doit-on oublier la Constitution du 15 mars 1992, fruit du consensus historique national qu'est la Conférence nationale souveraine, et votée par près de 95% des Congolais, pour une constitution présidentialiste octroyée par les vainqueurs de la guerre du 5 juin, votée avec un très faible taux de participation et qui ne dispose d'aucun critère de légitimité? Comment expliquer qu'aujourd'hui toute la classe politique congolaise semble oublier les acquis de la Conférence nationale souveraine, dont la Constitution du 15 mars 1992 est l'aboutissement, pour s'inscrire dans un système politique dont le projet caché est de faire oublier aux Congolais toutes les valeurs de la Conférence nationale souveraine? Enfin, doit-on s'opposer à ces régimes en reconnaissant son système et en y participant, ou doit-on plutôt résister contre ces régimes en se reconnaissant de la Constitution du 15 mars 1992 et des institutions qu'elle organisait? Toutes ces questions sont cruciales et contiennent en elles les sémences qui nous permettront d'établir ici l'alternative au système politique en place. Car ce qui se joue aujourd'hui, c'est l'unité nationale. C'est le sentiment pour les Congolais d'avoir encore ensemble, du nord au sud, de l'est à l'ouest, un destin commun. Je déclare donc ouvert les travaux de cette première journée du cercle à lecture. Je vous remercie tous pour votre présence et souhaite aux intervenants beaucoup d'inspiration. Je remercie aussi nos amis d'Europe Écologie des Verts qui nous ont beaucoup aidés dans la réalisation de cette journée et avec qui nous partageons des valeurs communes. Je vous remercie. Son thème, c'était donc échec institutionnel et démocratique en Afrique. Il nous a quand même envoyé son document, donc à prendre place. Alors lui, il va intervenir sur la problématique et perspective ethnique et démographique de la démocratie congolaise. Alors monsieur Kovalen Tibinda, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un compatriote congolais qui s'attache beaucoup à la question de la tribalité, du tribalisme, en tout cas toutes ces questions liées au tribalisme. Donc je vais lui donner la parole.
compatriotes, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Je remarque la présence de beaucoup d'aînés pour qui j'ai beaucoup de respect. Mon grand frère Manona est là, mon tonton, et je voudrais te saluer et te dire toute mon affection. Et avant de commencer, je voudrais vous dire que lorsqu'on parle d'ethnie, c'est souvent très compliqué, et vous savez que toutes les crises qui arrivent, notamment en Afrique, nombreuses de ces crises sont des crises d'identité ethnique, sont des crises ethniques, et vous avez le souvenir du Rwanda, vous avez le souvenir de pas mal de guerres ethniques dans nos pays africains. Mais il est important de comprendre ce qui se trame derrière tous ces problèmes ethniques que nous vivons aujourd'hui. L'ethnie, c'est compliqué, mais je voudrais le prendre plutôt par l'humour. Je vais vous expliquer juste une petite histoire. C'est un avion qui est en train de voler, et puis finalement, le commandant de bord se rend compte qu'il va être difficile d'atterrir. Et il fait une annonce. Il dit que pour que l'avion puisse atterrir, il faut jeter tous les bagages. Panique à bord dans l'avion, on jette tous les bagages et l'avion reprend de l'altitude. 30 minutes plus tard, il annonce qu'il faut qu'il se débarrasse d'un peu de kérosène. Il en balance un peu, et puis finalement, l'avion reprend de l'altitude. Et puis à un moment donné, l'avion continue à baisser, à descendre vers le crash, et il annonce que pour que nous puissions atterrir, il va falloir jeter des passagers. Mais on ne va pas les jeter n'importe comment. On va le faire par ordre alphabétique. Et donc, il commence. Et il dit, y a-t-il des Africains dans la salle? Dans l'avion? Personne ne bronche. Y a-t-il des Blacks? Par ordre alphabétique. Personne ne bronche. Y a-t-il des hommes de couleur? Toujours par ordre alphabétique, personne ne bronche. Mais il y a un papa et son fils qui est là, dans la salle. Et le fils dit, papa, tu m'avais toujours dit qu'il ne faut pas mentir. Le père lui dit, mais oui mon fils, nous sommes des Africains, nous sommes des Blacks, nous sommes des hommes de couleur, mais on n'a pas levé la main. Et le père a dit au fils qu'aujourd'hui, s'il le faut, nous serons des nègres ou des aéros. Donc vous voyez, l'ethnie, ce jour-là, il fallait se sauver. Et la situation ethnique de nos pays, elle a commencé depuis bien longtemps. Mais avant de prendre la parole et de rentrer dans le sujet, je vais vous montrer une vidéo qui a été faite en 1970 par l'Institut national de l'audiovisuel français. Et vous allez voir déjà qu'en 1970, c'était un sujet assez intéressant. Cher frère, est-ce que tu peux juste lancer la vidéo?
inquiétudes. Malgré votre éducation, la place que vous occupez dans la société, je pourrais avoir quelques inquiétudes. Peut-être pas d'une manière consciente, mais d'une manière inconsciente. Nous nous rendons compte, d'après mes observations personnelles, je me rends compte qu'il existe bien sûr des ouvriers, des paysans, des bourgeois, enfin tout ce que l'on voudra, des phénomènes. Mais si vous prenez un ouvrier exploité, disons même surexploité, il sera toujours solidaire du féodal qu'il exploite, s'il est de son ethnie, et en tous les cas, il ne voudra rien entendre de ceux qui sont à côté de lui, quasiment qu'il est aussi exploité que lui. Mieux même, il obligera le féodal à mieux exploiter ceux des autres ethnies. Ce qui m'a fait dire qu'au fond, on peut considérer la tribu comme étant une classe définie comme classiquement. Ce qui implique ce particularisme, c'est l'existence de toute une couche de chefs traditionnels qui ne vivent en fait que du marchandage de leur influence sur les masses paysannes, ce que nous appelons les bureaucraties tribales, dans la feudalité. Mais dans la mesure où on va balayer cette feudalité, nous aurons déjà éliminé un des freins de l'unité nationale. Et dans la mesure où le marché national du produit économique va exister, nous aurons déjà éliminé une deuxième barrière. Et la deuxième barrière, c'est le travail. Jusqu'ici, les gens suivent tel leader de telle région parce qu'ils pensent qu'étant de sa région, il lui donnera le travail facilement s'il arrive à être au pouvoir. Mais dans la mesure où le marché de l'emploi sera suffisamment fourni pour permettre à tout un chacun un emploi, dès lors, je pense que tous ces problèmes vont s'atténuer. Mais c'est une question de temps, mais nous sommes déjà bien partis pour éviter d'autres secousses sur ce problème de L'agriculture était un arrêt, Massamaniba, un Boko, Mouabi est un Koulou, 3 ethnies successives en tout. Voilà, on est en 1970. En 1970, j'avais 1 an, et M. Nalagraï disait, je pense qu'on est bien parti sur cette histoire. En 1970, Pascal Lissouba, un certain nombre de cadres congolais abordaient déjà cette problématique de l'ethnie. 40 ans plus tard, nous sommes encore en train d'aborder cette problématique ethnique. Que faire? Le problème aujourd'hui, c'est que nous devons analyser cette problématique ethnique de façon claire, consciente, sans nier les réalités. Parce qu'en réalité, depuis des années, nous avons essayé de mimer l'Occident. On s'est occidentalisé. Beaucoup d'entre nous, vous savez même dans certains de nos pays, on vous insulte espèce de villageois. Revenir à la culture, revenir à nos traditions, c'est être un sauvage. Combien d'entre nous ne savons même pas parler nos langues? Nous sommes devenus des intellectuels à l'occidental. Le meilleur, c'est celui qui parle français et qui le parle sans accent. Voilà comment, au sud du Congo, on dit « Ah, vous avez entendu l'accent de nos frères du Nord ». Au sud, il faut savoir écrire la langue de Voltaire, comme disait mon tonton Madonna. Si tu ne cites pas Voltaire, oh là là, tiens, comment? Tu ne connais pas Voltaire? Qui connaît Mabiala Mangana? Qui connaît Matsua? Tous ici, nous nous sommes habillés, on est tous en costume cravate. Qui est habillé à l'africaine? Eh oui, mes chers compatriotes. L'ethnie, c'est d'abord un concept qui est venu de l'Occident.
L'Occident, pendant des années, pour dominer l'Afrique, pour pénétrer nos terres, a dû se baser sur l'ethnie. L'Occident a commencé à dire qu'il y avait des ethnies supérieures, des ethnies inférieures. Impossible de pénétrer l'Afrique si vous ne les divisez pas. Il n'y a aucune preuve jusqu'à ce jour de conflit ethnique, dans le cas du Congo-Brazzaville par exemple, entre les Ngala et les Congos. Mais l'Occident est venu. L'Occident a commencé à le diviser. Et vous savez que le Congo a été une zone très propice à la traite négrière. Pendant des siècles, des populations ont été arrachées à leurs terres. Mais pour cela, pour faire vivre ce commerce, il fallait diviser les populations en ethnies. Toute la période de colonisation, 4 siècles de traite négrière, plus de 400 ans de colonisation, on a vécu des situations difficiles. On nous a divisés. Et lorsque nous arrivons dans les années 40, Brazzaville, mon pays, la capitale de mon pays actuel, est la capitale. C'est la capitale de l'AEF. Depuis 1910. En 1940, Brazzaville se rallie à Félix Éboué. Le général de Gaulle descend à Brazzaville. En 1944, il annonce, il tient une conférence, la conférence de Brazzaville, pour amorcer la liberté de ces peuples qui ont participé à la guerre mondiale. Donc nous nous retrouvons aujourd'hui face à une situation. En 1944, à la conférence de Brazzaville, on annonce que les autochtones, les indigènes tels qu'on nous appelait à l'époque, allons avoir une vie plus active dans l'Empire français. En 1944, on déclare que l'Empire français est un et indivisible. Voilà comment on va nous imposer des élections. Des élections, et nous allons voter pour la première fois les députés au Parlement français. Mais ces élections, comment les gens votent là-bas? C'est vrai qu'en Europe, on a des idéologies, gauche, droite, mais est-ce que ça a un sens pour les gens qui ont voté pour Félix Tshikaya en 1945? Est-ce que ça a un sens pour les gens qui ont voté pour Jacques Opango? Et très vite, dans le vote, on voit bien que se dessine déjà le fameux concept Nord-Sud. Opango a le soutien plutôt du nord du Congo, de l'Oubangui-Chari, du Tchad, et une partie du Gabon, notamment ce qu'on appelle le Haut-Ogooué. Et Félix Tshikaya, lui, au contraire, a le soutien des populations du Sud. Il a même des votes aux poules, tout simplement parce qu'il dit qu'il a rencontré Matsua. Pour ceux qui ne connaissent pas Matsua, Matsua c'est un résistant congolais, un grand résistant. Et Matsua avait donné des consignes aux populations Congo-Sundi, Lari, de ne pas pactiser avec le colon. Ce monsieur est mort dans des conditions que l'on ne peut déterminer, mais ce qu'on peut vous dire, c'est qu'aujourd'hui il existe des gens qui croient en ce retour. Et déjà à l'époque, Matsua a un rôle dans la politique congolaise. Voilà pourquoi Jean-Félix Tshikaya, via ce discours, est obligé d'utiliser Matsua. Donc on voit bien que les votes qui sont faits en 1946 ne sont pas des votes liés à des idéologies, la gauche, la droite, ça n'a aucun sens. On va avancer en 1951, on va mettre en place de nouvelles lois en France. Opango sera à nouveau battu.
En 1952, la mise en place d'une assemblée territoriale. Opango sera à nouveau battu. Opango, c'est le leader dont je parlais tout à l'heure, qui est plutôt des contrées du Nord, et pour ceux qui ne sont pas congolais, et Jean-Félix Tshikaya à l'époque, qui est le leader du Sud, lui est du Sud, Opango est du Nord. Donc, en 1956, la gauche gagne les élections en France. On va mettre en place une nouvelle loi, la loi de fer. Le ministre de l'époque, c'est de fer. Et lui va amener encore, va faire des propositions pour que nous ayons des gouvernements locaux. Opango perd. Il faut dire qu'Opango est loyal. C'est un grand homme politique congolais. Il est loyal. Mais les résultats des élections de 1956 sont plus serrés. Parce qu'Opango a fait alliance avec Ikungangot, qui est un leader du Sud, et ils arrivent à resserrer les scores. Mais de 1946 jusqu'à 1956, aucun homme du Nord n'a pu gagner une élection au Congo. Le vote au Congo, à ce moment-là, est ethnique. Le vote n'est pas lié à des idéologies, mais le vote est ethnique. En 1958, changement de donne. De Gaulle revient suite au coup d'État en Algérie. Et là-bas, De Gaulle décide de mettre en place une nouvelle constitution. Cette constitution, ce projet de constitution stipule que les pays africains qui diront non, ça sera l'indépendance immédiate, et les pays africains qui diront oui resteront dans notre pays. Ce qui va se passer, c'est suite à ce vote, Opango donc obtient la majorité, mais que d'une voix au niveau du Conseil territorial. Nous nous retrouvons dans une situation vraiment difficile à ce moment-là. Il faut dire qu'en 1957, on organise des élections législatives au Congo-Brazzaville. Opango est encore battu. C'est Youlou qui devient le maire de la ville de Brazzaville. Youlou, pour gagner son pari, est obligé encore de se revendiquer de Matsoa. C'est le réveil des Congos Sondi-Lari, des populations du Congo. En 1958, alors que les choses semblent aller quand même dans le pays, on se retrouve dans une crise politique en 1959, puisque d'une voix de majorité, un député du MSA, du Mouvement Socialiste Africain de Congo, va se rallier à Youlou. La situation politique devient grave dans notre pays. On va assister en 1959 à une guerre ethnique. Si les choses s'étaient bien passées, Opango aurait dû devenir le premier président du Congo-Brazzaville. Mais il faut dire qu'à l'époque, dans les conseils territoriaux, vous avez beaucoup d'Occidentaux. Mais les Occidentaux ont intérêt à l'époque à ce qu'il y ait des divisions dans notre pays. C'est pour cela que je voudrais partager avec vous quelques éléments sur cette crise de 1959, qui est pour moi l'élément clé de notre pays. C'est à partir de ce moment-là que va se cristalliser le conflit Nord-Sud. Mais je voudrais vous montrer la presse française de l'époque, en 1959, et vous verrez déjà comment à l'époque l'Occident, c'est-à-dire l'ancienne puissance coloniale, avait tout fait pour que nous nous divisions. La revue de la presse française, l'aurore du 19 février 1959.
je le lis, je vous ai mis quelques extraits. Les émeutes tribales et raciales du Congo ont fait 50 morts et 100 blessés. Les incidents s'inscrivent dans la lutte déjà séculaire qui oppose les tribus Moshi et les Balali. Les premiers habitent le nord du pays. Et constituent les principaux éléments du corps électoral du MSA, de l'ex-premier ministre Opango. Les seconds, peuplades du Sud, suivent l'Union démocratique de défense des intérêts africains de l'abbé Fulbert Yulu, actuel Premier ministre. Voici ce qu'on dit dans la presse française, dans un journal qu'on appelait, je ne sais pas s'il existe encore, l'Aurore, du 19 février 59. Là, vous avez un extrait de l'article du Monde. Les incidents de lundi et de mardi n'ont pas seulement des causes politiques, mais étant donné la nature de la vie publique au Congo, prennent aussi un caractère racial et s'inscrivent dans le cadre des luttes tribales entre les Moshi et les Balali. Les premiers habitent le nord du pays et constituent les principaux éléments du corps électoral du MSA, de Jacques Opango. Les seconds, peuplades du Sud, on les appelle peuplades à l'époque, peuplades du Sud sont les partisans de l'UDDIA, de l'abbé Fulbert Yulu. Les victimes observantes sont pour la plupart des Balali. Le Figaro, du 19 février 59. Quelle est l'origine de ces troupes sanglantes? C'est d'abord la rivalité politique entre les partis, l'Union démocratique de défense des intérêts africains, dont le leader est l'abbé Fulbert Yulu, chef du gouvernement, et le MSA, le mouvement socialiste africain qui appuie l'ex-premier ministre Opango. C'est ensuite la reprise de vieilles luttes tribales entre Moshi, peuplades originaires du nord du pays, partisans d'Opango et les Balali, habitants du sud, qui soutiennent l'abbé Fulbert Yulu. Ainsi, agitation politique et règlement de compte entre tribus se trouvent mêlés. La Croix, journal chrétien. Le régime démocratique est, comme l'on sait, le plus difficile à faire fonctionner. Il suppose l'existence de citoyens conscients de leurs devoirs. Nous serions mal fondés à citer la France en exemple, n'ayant pas tellement de raisons d'être fiers de nos systèmes politiques successifs. Il serait injuste cependant de ne pas souligner combien sa population a montré de sagesse. Ah, là les Blancs ont montré de la sagesse. Combien sa population a montré de la sagesse en ces derniers mois, car elle a su se garder de sombrer dans une guerre civile à laquelle elle ne cessa de se trouver exposée. Les événements comme ceux-ci dont nous venons d'avoir le triste spectacle prouvent qu'aucune des jeunes républiques noires ne peut être abandonnée à elle-même, qu'il faut resserrer au maximum les liens de solidarité entre pays de la communauté, d'une communauté où la France ne sera plus que la grande sœur, patiente envers ceux de ses cadets qui en sont encore à l'âge ingrat, où elle ne saurait être moins que cela. Pierre Limage, je ne sais pas s'il vit encore, mais c'est très intéressant. Très très intéressant, on est en 1959, regardez ce que les articles qui sont véhiculés. On nous parle de rivalité séculaire entre les Moshi et les Balali. On nous dit que ce n'est pas lié qu'à la politique, mais c'est lié également à une rivalité séculaire. Donc vous voyez bien que tous ces problèmes ethniques sont liés, comme je vous l'ai dit, à toute notre histoire, la traite négrière, la colonisation. Et comme on arrivait aux indépendances, il fallait continuer à avoir le maintien, à tenir nos pays. Mais pour cela, il fallait encore diviser. Donc ces émeutes de 1959 ont eu des conséquences. Les émeutes tribales de Brazzaville vont durer 5 jours, du 16 au 20 février 1959. On dénombre plus de 200 morts, quelques centaines de blessés, plus de 300 habitations détruites. De nombreux cadavres ont été jetés dans le fleuve Congo. Déplacement des populations vers les quartiers où ils sont majoritaires. Cas des Lari et des Bakongo vivant à Poto-Poto et Ouenze vont rejoindre Bakongo. Sentiment de suspicion et de méfiance entre les Ngala et les Congo. Absence d'unité nationale. Fragilisation des institutions. Depuis 50 ans, aucun séminaire, aucun colloque, aucune étude n'a été
réalisé sur cette tragédie alors que ses conséquences minent la société. Dans l'enseignement primaire, secondaire et supérieur, ce chapitre est invisible. La guerre de 1959, la fameuse guerre entre les Balali et les Boshi. Donc cette tragédie de 1959 dans mon pays, le Congo-Brazzaville, a produit des haines et a divisé le pays en factions ethniques hostiles, devenant ainsi le laboratoire de tous les conflits ethniques que le Congo a connus. L'économiste congolais Condé Akala affirmait « Le Congo souffre de graves séquelles tribalo-sociales ». Moudileno Masengo affirme « Oui, de plus en plus les cœurs, les yeux se ferment et les horizons se rétrécissent. Dans les esprits et l'âme des citoyens, de plus en plus le Nord devient pour les gens du Sud l'abominable. N'est-ce pas pour un pays la marche vers le pire, le démembrement? Vous voyez? Les débats que nous reprenons aujourd'hui sont vieux. Là, cette déclaration de Moudileno Masengo, nous sommes en 1975. En 1959, alors que Opango n'a pas pu avoir le pouvoir, que Youlou a tout fait avec l'aide des Occidentaux pour être au pouvoir, en 1959, Opango est mis de côté. Je vous dis que cela aura un impact fort. 6 ans plus tard, un personnage apparaît, celui-là, Noumazala. Mais Noumazala, à l'époque, qu'est-ce qu'il dit? Il constate qu'Opango n'a pas pu être élu. Il constate que le Sud est majoritaire. Et il va poser une question grave à la classe politique congolaise. Et jusqu'à présent, personne n'y a répondu. Mais on l'a pris pour un con. C'est trop bête, ta question. Avec un Nord démographiquement faible, comment un fils du Nord peut accéder au pouvoir? Alors là, je ne sais pas si Tister Chikaya était encore vivant à ce jour, si je pouvais poser la question à des gens comme Pascal Lissouba, mais j'en ai discuté avec un vieux qui a encore toute sa tête, mon père Aimé Matika, qui a connu un peu cette époque. Je peux vous dire que la question, celle-là, c'est celle qui tue. Avec un Nord démographiquement faible, comment un fils du Nord peut accéder au pouvoir? Les sudistes disent, mais il n'y a pas de problème. Allons aux élections. Pas parce qu'ils sont plus démocrates, hein, parce qu'ils savent qu'ils ont le rapport de force ethnique. Et oui. Et donc, nous nous retrouvons, des années passant. Je vais arriver en 1977. Le premier dirigeant du Nord, Marien Ngouabi, va mourir. J'aurais pu mettre d'autres photos, hein. Mais c'est bizarre, je mets celui du cardinal. Le cardinal, ce monsieur que vous voyez, c'est le premier cardinal congolais. Ah, c'est l'unique, hein. C'est l'unique. C'est le premier et l'unique cardinal congolais. Mais on a trouvé un moyen pour les aiguiller. Bizarre pour un peuple qui se dit chrétien. En 1977, Marien Ngouabi, le premier président du Nord au Congo, qui a pris le pouvoir via... C'était pas une élection, c'est presque un putsch. Je pense même que c'est un putsch. Oui, c'est un putsch, tout à fait. Il meurt, il est assassiné. Et nous sommes le 22 mars. Donc Marien Ngouabi est mort le 18 mars. Le 22 mars, le cardinal envoie ce message à tous nos frères croyants du Nord, du centre et du Sud. Nous demandons beaucoup de calme, de fraternité et de confiance en Dieu. Père de toute race et de toute tribu, afin qu'aucun geste déraisonnable ne puisse compromettre un climat de paix que nous souhaitons tous. Bizarre. Le problème, c'est que 30 minutes avant sa mort, Marien Ngouabi a discuté avec le cardinal. Suivez.
Et le témoignage, plus tard, de la mort de ce cardinal, parce que quelque temps après, on va venir le prendre, il y a l'abbé Olivier Massamba, que beaucoup doivent connaître, qui va donc témoigner sur la mort du cardinal. Qu'est-ce qu'il dit? À l'origine du meurtre du cardinal sont d'une part le condensé des sinuosités de la vie politique congolaise, bâillotée entre le nord et le sud, et d'autre part le reflet d'une culture traditionnelle. Si le cardinal Biayenda fut assassiné 4 jours après le président Ngouabi, c'était avant tout et en définitive pour établir une parité entre le nord et le sud. Un mort de part et d'autre. Donc, au Congo, c'est une réalité à ce jour. Tout se gère entre le nord et le sud. L'abbé Tiakaka, qui est un autre prêtre, dit « Il est certain au regard de l'homme de la rue que le cardinal Émile Biayenda n'est pas mort pour ses opinions religieuses, ni pour avoir attenté à la sécurité de l'État, ni pour avoir été un témoin gênant, mais qu'il est mort en tant que personnalité du Sud. » C'est pas Coralin Tchibinda qui dit ça. Là, c'est un abbé. Ce qui est très intéressant, c'est le message de condoléances que Sassou fait, que j'aime bien, j'aime souvent le relire parce que c'est très fort. Sassou Nguesso fait un message de condoléances à l'occasion de la mort du cardinal et il le fait au pape. C'est vraiment un homme extraordinaire, ça. Au nom du comité militaire du parti, nous avons la profonde douleur de vous faire part de la disparition tragique d'un illustre fils de la famille chrétienne. Son éminence, le cardinal Émile Biayenda, Monseigneur Émile Biayenda a été enlevé et sommairement exécuté par un groupe de 3 personnes appartenant à la famille de feu le président Marien Ngouabi. Cet acte odieux a été commis par des individus passionnés qui prétendent avoir agi en signe de vendetta familiale en prétextant du fait que le cardinal Émile Biayenda a été reçu en audience le 18 mars par le président Ngouabi, 30 minutes avant l'assassinat du président. Cette audience ayant été régulièrement programmée, le comité militaire du parti n'établit aucun lien de cause à effet entre celle-ci et l'assassinat. Aussi, le comité militaire du parti ne peut-il que dénoncer et condamner sans équivoque et très énergiquement le crime commis contre une éminente personnalité de la communauté chrétienne. Les auteurs de cet acte ont été arrêtés et seront châtiés de manière exemplaire. Notre peine est d'autant plus grande que le président Marien Ngouabi avait toute sa vie durant travaillé dans le sens de l'unité nationale et celui de bons rapports entre l'État et toutes les confessions religieuses exerçant en République du Congo. Nous perdons en la personne de son éminence le cardinal Émile Biayenda, un grand patriote, un homme qui a toute sa vie durant prêché l'amour, la tolérance, la fraternité, la concorde et l'unité en tous les fils de notre pays. Le comité militaire du parti s'associe à ce deuil qui frappe la très grande famille ecclésiastique. Veuillez agréer, très Saint-Père, les assurances de notre haute estime et notre constante amitié. À sa sainteté de pape Paul VI, pour le comité militaire du parti, le commandant Sassou Nguesso. Alors, on est toujours dans ce conflit nord-sud. Mais je n'ai pas envie de vous décourager. Parce que quand vous lisez ça, vous voyez les meurtres nord-sud, ça s'est tué en 59 et puis ça a repris en 92. Mais qu'est-ce qu'ils ont à s'entretuer? On s'entretue toujours parce que derrière des intérêts occidentaux. Alors que faire? Parce que la question c'est ça. Que faire? On a beau se tuer, on sait bien. Avec un ordre démographiquement faible, comme un fils du Nord peut arriver au pouvoir. Mais il faut respecter la démocratie. Mais quelle démocratie? La démocratie à l'occidentale. Mais est-ce que la démocratie à l'occidentale, c'est la démocratie? Mais comment on nous a mis ça dans la tête? On nous a mis dans la tête que la démocratie, c'est celle des Blancs. C'est celle-là qui est meilleure. Qu'il n'existe pas d'autre type de démocratie. Ah oui, il faut une opposition, il faut une majorité. C'est ça la démocratie. Sauf que chez moi, au Congo-Brazzaville, il n'y a pas d'idéologie. C'est pas la gauche et la droite, c'est nord-sud. Il faut d'abord accepter ça comme réalité. Après, on peut discuter. Nous avons fait le choix
d'accepter la tribu comme une donnée sociale. Et avec la tribu, on va voir maintenant comment construire une nation. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que nous avons échoué dans la construction d'une nation, l'unité nationale. Qui peut mourir pour ce pays, franchement? Mon tonton Manona, il a fui. S'il arrive à l'aéroport là-bas, Ndenge va le prendre. Ancien collaborateur de Ngila, de Lissouba. Eh oui, le tribalisme est une réalité au Congo. Le problème nord-sud est une réalité au Congo. Maintenant, on fait quoi? Est-ce qu'on continue à suivre une démocratie à l'occidentale, c'est-à-dire que si je fais voter le peuple, la majorité ne peut pas venir auprès d'un cadre du Nord, fût-il le meilleur? C'est ça. Les élections présidentielles de 92, Pascal Lissouba, premier tour, 35%. André Milongo, 10%. Bernard Kolela, 20%. Tister Chikaya, 5%. Calculez les voix du Sud. Sassou Nguesso, 15%. Yombi Opango, 3%. Franchement. Avec un ordre démographique comment faible, comme un fils du Nord qui arrive au Mazalaï. Il faut répondre à nos Mazalaï. Et donc, 40 ans après, vous avez vu, tout à l'heure je vous ai montré une vidéo, Undala Graï a dit, oui, mais on va développer le pays. Le jour où il y aura des entreprises, les gens ne vont plus suivre les leaders politiques. Le jour où il y aura des entreprises, il n'y aura plus de bureaucratie tribale. Je pense que nous sommes bien avancés pour le règlement de ce problème. J'avais 1 an. J'ai 43 ans maintenant. On est vraiment bien avancé. Et donc nous apportons aujourd'hui une réponse à cette problématique. Vaincre le tribalisme par la tribalité. La tribalité, pour nous, c'est reconnaître qu'il y a des valeurs en nous. Nous avons perdu nos traditions. Nous avons perdu ce qu'il y a de plus profond en nous. Dans notre tribalité, il y avait des valeurs de partage. Dans notre tribalité, il y avait des valeurs de gouvernance. Il y avait dans notre tribalité, à travers, par exemple, chez le peuple congolais, le Kimuntu, il y avait le respect de la dignité humaine. Alors, pourquoi vous allez chercher des informations ailleurs? Pourquoi vous allez chercher auprès de l'Occident les réponses à vos problèmes? Pourquoi? Alors que dans votre tribalité, alors que dans votre loi, vous avez tout pour régler la problématique démocratique. Il y a un qui est jeune. Nous disons ce que l'Occident n'a pas de leçon. Nous n'avons pas à copier l'Occident. Le vote, je vote, je donne la majorité, c'est bien. Il y a d'autres modèles. Nous aussi, nous pouvons, à partir de notre culture, à partir de nos traditions, à partir de nos valeurs, trouver les moyens de régler cette problématique ethnique nord-sud que je vous ai posée tout à l'heure. Donc, nous voulons vaincre le tribalisme par la tribalité. Comment? Pour nous, la tribalité définit le lien social d'un individu à la tribu à laquelle il appartient. Elle détermine également les relations sociales, économiques et religieuses d'une tribu avec les autres tribus. Ces rapports se basent sur des valeurs de partage, de respect, de bon voisinage, de consensus, de justice, etc. Elle norme les rapports sociaux afin de construire et consolider le vivre ensemble entre les tribus ou groupes ethno-linguistiques sur un territoire donné. La tribalité, pour nous, est distincte du tribalisme, et donc, cette tribalité est ce qui caractérise l'aide socio-culturelle de l'Africain. Mais oui, nous avons des valeurs, partons de nos valeurs pour construire des véritables démocraties.
Ça ne sert à rien de copier la 5e, la 6e. Oui, la France, c'est le pays des droits de l'homme. Nous aussi, on avait des valeurs. Et pourquoi on ne partirait pas de ces valeurs? Voilà aujourd'hui la problématique que nous posons. Donc c'est une approche qui conduit à faire de nos valeurs intrinsèques la clé de voûte de la construction d'État-nation qui nous est propre dans un système pleinement démocratique qui garantisse un réel développement économique et social. La tribu est donc une réalité bien vivante qu'il convient de considérer comme un facteur politique déterminant. C'est pourquoi il importe d'utiliser les principes de la tribalité pour construire les règles communes qui vont régir l'organisation de la vie entre toutes les ethnies ethno-linguistiques présentes sur le territoire. Je suis convaincu que plus d'un demi-siècle d'essais infructueux de construction d'une conscience nationale et faute de pouvoir neutraliser la tribu, parce que c'est ça qu'on a voulu faire depuis 50 ans. On a nié, on dit non, la tribu, ça ne joue pas, il faut faire des élections. Et puis un jour, peut-être, on va voter parce qu'une personne a un projet. C'est ce que j'appelle l'évangélisme refoulatoire. C'est-à-dire qu'on refoule l'idée de tribu, alors que la tribu est une donnée. Sauf que dans notre culture, la tribu telle qu'on l'imagine chez les Européens n'a pas le même sens. Parce qu'il a existé chez nous, dans le royaume Congo, une gestion du royaume Congo par la tribalité. Et oui, ce n'était pas la gauche, la droite. C'est vrai que ça fait un peu ringard. Oh, voilà, il veut revenir des siècles. Oh, il est con. Mais oui. Mais nous pensons qu'il faut revenir à nos traditions. Il faut revenir à notre culture et partir de notre culture pour construire un système démocratique. C'est vrai qu'aujourd'hui, le tribalisme, la mauvaise gestion du clan au pouvoir, a fait naître dans la conscience des ressortissants du Sud l'idée de la scission. Oui. Aujourd'hui, on en parle, la scission. Lorsque j'ai dit, il y a 2 ans, dans un article que j'avais intitulé « La tragédie du Sud », attention à la scission. On dit, on exagère. Mais aujourd'hui, l'idée de scission est là. J'ai dit que je comprends leur souffrance, mais je reste convaincu qu'un grand peuple ne se venge pas, mais il rétablit le droit. Le Sud a souffert, il faut le dire. Mais oui, mais bon, on a aussi été de beaucoup dans nos propres souffrances. Quand on bat Coran, Priambo, on est responsable. D'accord. Il va falloir à un moment donné que les cadres du Nord, les cadres du Sud s'asseyent pour faire la paix. Parce que ce qui nous poursuit jusqu'aujourd'hui, c'est encore cette crise de 1959. Je suis persuadé que le peuple congo a la faculté de pardonner et de trouver des solutions pour favoriser le vivre ensemble. C'est sur la base de la tribalité qu'il peut rebâtir le Congo nouveau dans un élan solidaire avec les autres groupes ethno-linguistiques. Comment reconstruire l'unité nord-sud? Eh oui. Les Européens ont dit la politique. Vous savez, chez moi, la politique, c'est pas pareil qu'en France. Ma grand-mère, elle dit politique le vounou, politique le mensonge. On ne peut pas construire un pays dans le mensonge. Il y a dans notre tribalité les valeurs pour ne pas être dans le mensonge. On utilise même des mots. On dit je suis un politicien, mais tu es un menteur. Tu es un politicien. Le gros français des sudistes. On aime bien le gros français. Mais je pense que tout ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est de rétablir le lien entre le Nord et le Sud. Ce lien, pour le rétablir, il va falloir
que nous nous basons sur nos traditions. Je disais au début qu'il n'existe, que je ne connais dans l'histoire, aucun conflit entre les Congos et les Ngala. Au contraire même, nous sommes tous issus du même peuple, le peuple bantou. Nous sommes des bantous. Nous avons une identité bantou. Je ne sais pas, j'ai des aînés dans la salle. Mon aîné Tungamani doit peut-être le savoir, j'imagine. Mais Youlou, il avait envoyé des Matswanistes au nord. N'est-ce pas? Youlou avait envoyé des Matswanistes au nord. Mais il les avait maltraités. Mais vous savez comment ils ont été reçus au nord? Ils ont été bien reçus. Cela montre que nous partageons un socle de valeurs communes avec nos frères Ngala. Ce qui nous a divisés, c'est la traite négrière, c'est la colonisation. Mais il faut revenir à nous-mêmes. Revenir à nous-mêmes, c'est revenir à notre rivalité. Revenir à nous-mêmes, c'est revenir à nos traditions. Revenir à nous-mêmes, c'est éviter de mimer l'Occident. C'est vers cette réflexion, je pense qu'il faut que nous allions. J'ai bientôt terminé. Quel modèle institutionnel dans un pays où la tribu est une donnée sociale? Ah oui. On demande à des juristes congolais, faites une constitution. Ils prennent la constitution de 58, ils la copient. Franchement. Franchement. Et Pascal Lissouba disait, on a voté une loi, on n'est même pas capable de l'appliquer. On l'a fait avec la culture des autres. Eh oui. Vous ne raisonnez plus congolais. Regardez, je vous parle là en français. On dirait même que je suis français. Je ne suis pas français. Le problème est là. Nous devons revenir à nous-mêmes. Donc nous avons au Congo une répartition de la population congolaise à peu près de ça. Congo 50%, Téké 30%, Ngala 20%. Ok. Le Mazala y avait posé une question avec un nord démographiquement faible. Comment un fils du Nord arrive au pouvoir? Il avait vu ça. Sauf que lui, il avait répondu. Avec un Nord démographiquement faible, un fils du Nord ne peut arriver au pouvoir que par putsch. Et nous aussi, on a répondu. Avec un Sud démographiquement fort, un fils du Sud ne peut arriver au pouvoir que par élection. Voilà pourquoi au Congo, il y a eu 6 présidents. 3 du Nord, putsch. 3 du Sud, élection. Ce n'est pas un hasard. Alors, moi je n'ai fait que réfléchir. Je suis qui? Un simple mortel qui un jour va se retrouver sous terre. Les solutions ne sont pas parfaites. Mais toi, où sont les tiennes? Pour résoudre cette problématique ensuite. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Kovarex-Pinda. Merci à vous. Alors, la problématique est posée, le débat va être lancé. On comprend bien que nous avons une certaine dame qui s'est dégagée avec l'intervention de notre ami Benjamin. Donc, il faut recréer donc cette nouvelle démocratie, plutôt créer une nouvelle démocratie. Alors, je pense que la problématique est bien posée avec cette présentation de M. Kovarex-Pinda, que je remercie encore une fois parce que c'est un travail bien fait. Merci à vous et surtout je voudrais vous remercier pour l'organisation de cette conférence. Mes remerciements vont à toute l'organisation et surtout à mon ami et frère Brice Zamba. Merci beaucoup. Bien, donc sur ce, je vais donc donner la parole à l'auditoire s'il y a des gens qui vont... Je remercie donc justement l'intervention de ceux qui sont succédés à la tribune et puis depuis dernier, donc le Covalan
la problématique donc, de la tribalité qu'il a évoquée tout à l'heure. C'est vrai que c'est un travail bien de fouiller avec des références du passé qui mènent un petit peu dans la profondeur de notre histoire, qui n'est pas si lointaine que ça. Non. Même si tu as aussi évoqué l'histoire lointaine de la Congo, j'ai écouté tout à l'heure. Et c'est vrai que cette problématique de la tribalité, en tout cas, la question ethnique au Congo-Brazzaville est une question récurrente. Je reviens souvent. Moi-même, je me souviens qu'au sortir de la guerre de 97, pardon, on a été intervenu sur le numéro 1 avec un certain nombre de Congolais pour essayer de réfléchir autour, difficile dans une émission, mais en tout cas, on abordait cette question-là en disant que c'était difficile dans le contexte ethnique de faire des élections Congo-Brazzaville. Et vous avez évoqué vous-même, je ne connais pas la profondeur du concept de tribalité, mais en tout cas, la problématique, elle est là. C'est vrai que dans la configuration actuelle du Congo-Brazzaville, ethnique, il est difficile aux élections d'avoir un consensus, et ceci ne fait que justement exacerber encore des tensions ethniques, et que vous avez parlé de scission tout à l'heure, et on voit qu'on va vers une situation difficile. Mais moi, j'intervenais parce que vous avez parlé de quelque chose de fort ici. Alors, vous avez dit qu'il faut qu'on revienne à nos traditions. Oui. Et ça, c'est vrai. Parce que les démocraties, en tout cas la démocratie actuelle, on le dit bien, l'état actuel du Congo, et c'est l'état jacobin, l'état jacobin monolithique, pardon, qui est issu justement de la Révolution française et même avant avec les conquêtes de Napoléon, et que c'est un état qui est lui-même né dans la violence. Donc on ne peut pas s'étonner que notre état, nous qui avons copié, qu'on soit aussi dans la violence. Hein. Et moi, c'est vrai que cette question m'a fait réfléchir. Et j'ai travaillé, donc, modestement, je suis allé à la recherche de l'information, donc il a débouché sur le livre que j'ai ici, que j'ai intitulé donc ce livre, Économie politique des ressources énergétiques fluviales en Bio-Congo. J'en ai entendu parler. Voilà. Qui, au fond, retrace, qui essaye de mettre en évidence un peu comment les populations de cette contrée-là, issus du royaume du Congo, vous l'avez dit tout à l'heure, qui habitent une zone frontière, c'est dans le Bas-Congo, et qui est une zone de pénétration coloniale, c'est-à-dire c'est à la frontière entre la République démocratique du Congo et la République du Congo-Brazzaville. C'est par là que Stanley et de Brazza ont justement érigé leurs frontières. Ce village-là, c'est là où les frontières, donc c'est le point de marquage, la ligne de démarcation entre les deux. Et il y a ici donc une pêche assez singulière qu'on appelle la pêche à la nasse, on appelle ça, où les populations ont mis au point un modèle économique qui au fond est un modèle d'organisation sociale que moi je suis natif de ce village-là, mais il a fallu attendre plusieurs années pour voir effectivement que nos ancêtres avaient des concepts de la société, des concepts d'organisation sociale qui, au fond, que nous-mêmes, nous avons oublié, perdu, et que, heureusement, justement c'est ça l'espoir, qu'en allant replonger dans cette histoire-là, il y a encore, je dis bien, il y a encore des sédiments de ces modèles d'organisation-là qui, je ne vais pas ici détailler le livre, mais en tout cas, vous trouverez là-dessus donc le modèle en question, qui n'est pas simplement un modèle de pêche, mais qui est un modèle de société, un peu à leur niveau, à leur échelle. Et tout y est, la répartition, le partage, l'accueil de l'étranger. Il y a le concept qu'on appelle de Moyokama, c'est quelqu'un étranger qui arrive, qui n'a rien à manger. Cette pêche-là prévoit une part pour ce. Le fonctionnaire qui est affecté à Manianga, il y a une part pour lui, parce qu'il vient pour les filles du pays, il vient de loin, il faut. Voilà, donc, bref, oui, vous avez raison, tout le monde de dire qu'il faut qu'on revienne à nos valeurs. Comment il faut y réfléchir. Et là, la responsabilité, là on ne l'a pas évoqué, c'est pas une faute, mais enfin, vous ne pouvez pas tout dire. C'est la responsabilité de l'élite congolaise qui s'est éloignée et même qui s'est opposée aux fameuses valeurs que vous évoquez là, qui n'ont pas disparu, j'insiste,
qui sont dans les provinces, dans les terroirs, et que l'élite en question regarde le Congo-Brazzaville sous le prisme uniquement de Brazzaville et de Pointe-Noire. Et qu'on a oublié que l'arrière-pays, il y avait des populations de terroir qui ont mis au point des modèles pour survivre malgré l'hostilité de l'État central jacobin congolais. Parce qu'il faut dire que l'État central jacobin congolais est en opposition avec son terroir, qui lui fait la guerre à son terroir, et que là, évidemment, c'est une problématique qu'il faut voir. Je ne sais pas à quelle occasion, à quel forum, mais c'est une problématique de fond. Et je vous remercie pour l'avoir évoqué, vous l'évoquez depuis plusieurs années. C'est une bonne piste. Je vous encourage à continuer. Merci, Kovala. Sur ton allocution, tu as parlé de quelque chose, c'est comme si tu as lu ma pensée. Quand tu dis, c'est pas dans mon pays, le Congo, où on peut parler de guerre tribale, de guerre civile. Parce que moi, je me rappelle, je suis en 1986, je quitte Berlin, je partais à Marseille, j'étais en vacances, j'étais étudiant, et je voyage ensemble avec NREC, nous sommes dans le TGV. Et la première question, c'est un nord, je pose la question d'où je venais. J'étais de quelle nationalité, de quelle origine. Je lui dis, je viens du Congo-Brazzaville. Il me dit, ah oui, le Congo-Brazzaville, je le connais. Après, il me dit, ah mais chez lui, il y a beaucoup de guerres civiles. Il y a des guerres civiles. Il dit, oui, l'Afrique, ce qui mine l'Afrique, c'est ça. Il y a que des guerres civiles. Et je lui dis, monsieur, au Congo-Brazzaville, vous n'entendez jamais parler d'une guerre civile. Parce que le Congo, c'est un pays qu'on connaît bien. C'est-à-dire que moi, je définis par une guerre civile un village qui va se lever pour aller attaquer un autre. Ça n'a jamais eu lieu au Congo. Donc, je lui ai dit, ça ne marche pas. Et je lui ai posé une seule question. Si c'est chez nous, il y a des guerres civiles, est-ce que vous pouvez me parler du problème de l'Iran? Ça fait 350 ans. Comment vous pouvez définir ça? Le monsieur a changé de place. Nous étions à Dijon, de Dijon jusqu'à Marseille, qui n'est plus venu. Donc je pense qu'à un moment, il faut faire l'analyse de la chose telle qu'elle est. Chez nous, il n'y a pas un problème de ce village déteste un autre ou bien cette tribu déteste. Non. C'est juste les hommes politiques qui manipulent. Les hommes politiques, on sait d'où ça vient. Ça ne vient pas naturellement des Congolais. Ça vient de l'extérieur. Donc en tout cas, bravo, tu avais vu tellement dans Merci à toi. Je me présente, je suis Tessia. Beaucoup me connaissent. Je remercie le Cercle de la Rupture pour cette journée. Excusez, je suis arrivée un peu en retard parce que je n'avais pas les horaires. Voilà. Alors, je participe depuis longtemps aux réunions de notre ami Kovala Chibinda et de notre ami Tougamani. Et je connais un peu les thèmes qu'il traite, et je ne suis pas tout à fait d'accord. Voilà. Et je ne suis pas tout à fait d'accord parce que je pense que la modernité donne des outils pour traiter la tribalité ou le tribalisme. Et c'est parce que nous n'utilisons pas au Congo correctement les outils et les outils du droit moderne qui est mis à notre disposition en tant que pays indépendant. Nous ne les utilisons pas dans la totalité de ce qui peuvent être utilisés. Enfin, je m'exprime mal, excusez-moi. Je ne dis pas qu'il n'y a pas besoin de retourner à la tradition. D'abord, quelle tradition, hein? Ça reste encore très problématique. Tu parlais tout à l'heure, qui est-ce qui est habillé en congolais? Oui. Bon, moi j'ai un peu froid, je suis très très frileuse. Bon, il est fait en Hollande, je crois, ou bon, c'est des choses qui n'ont pas, qui sont pas de nos traditions, et qui ont été déterminées, enfin
On nous l'a donné. On nous a dit, voilà, bon, c'est le vôtre, c'est votre tradition, etc. Mais je ne pense pas que, bon, ça l'ait été dans la tradition et dans celle qui a vu venir les religieux et les premiers colonisateurs. Donc, voilà. Et je souhaite qu'on étudie un peu plus la tradition et les outils de la modernité. Ici, je pense que tu t'es assagi aussi quelque part, même dans la présentation. Bravo. Alors, j'aimerais simplement relever quelques passages. C'est bien l'historicité, en fait, un peu par rapport à les crises politiques congolaises, depuis 1946, Chikaya, Opango et autres. Alors là où j'aimerais un peu m'apaisantir, c'est à partir de 63 et 64. 59, évidemment, c'est la plaie qui a été ouverte. Et c'est beaucoup plus 64, 65. Comme disait le professeur Lucie à la conférence nationale, débrider la plaie, mais la saigner. Parce qu'évidemment, on ne peut pas faire attention. 64, le Mazalaï, moi je crois que si nous voulons servir le Congo demain, et si nous voulons sortir le Congo de cette impasse, il faut que nous apprenions sincèrement à nous assumer. Pourquoi sommes-nous dans l'impasse? Parce qu'aujourd'hui, au Congo, il y a une classe politique introuvable. Je dis bien qu'il y a une classe politique introuvable. Vous voyez bien la contradiction. La classe politique au Congo, elle est introuvable. Pourquoi? Tu évoques la tradition qu'on va le faire. Citation, c'est bien. C'est celui-là aussi qui nous rappelait, si je ne m'abuse, dans la parenthèse de sang, comment était quelque part aussi organisée nos sociétés traditionnelles. Et si j'ai un petit souvenir aussi, le royaume de Luango, tel qu'il était organisé dans la direction des affaires, on avait au ministère de la Justice quelqu'un originaire des pays du Niari, c'était souvent un Bakouni. À la guerre, c'était même un Bapounou ou encore quelqu'un d'autre comme ça. Donc c'était né quelque part compte un peu des équilibres ethniques. Maintenant, comme disait Tessa tout à l'heure, j'ai voulu répondre sur ça, mais non. Ça me rappelle un peu le dernier débat entre Mick Doné et Barack Obama sur l'équipement militaire aux États-Unis. L'autre qui parlait encore peut-être des baïonnettes, et quand Obama l'a un peu rappelé, pour lui dire, écoutez, aujourd'hui on a des moyens plus sophistiqués, qui ne sont pas toujours des mastodontes comme tels, des monstres, des choses, des robots, mais des choses, des miniatures qui sont même plus efficaces pour faire la guerre. C'est bon la tribalité, l'opposé pour construire le Congo. Et je disais, non seulement nous sommes aliénés de notre culture traditionnelle, parce qu'il y a l'aliénation culturelle, ça la négritude l'a dénoncé, l'a dit, on va y revenir, mais nous sommes foncièrement aussi mauvais, méchants, malhonnêtes, parce que nous tuons notre propre intelligence. Je n'en veux pour preuve, la toute première. Les Souba rentrent au Congo, les nommés conseillers par Djoubou. Il fait un travail. Ce travail-là, le président Youlou le reconnaît. Massabadiba le reconnaît. Tous les autres reconnaissent ce travail. Mais quand arrive 63, Souba est en mission, il n'est même pas à Brazzaville. Quand il rentre, lorsque Souba est nommé par Massabadiba, tu as appris ça certainement parce que tu as des contacts sérieux, tu sais quelle a été la réaction d'autres Congolais. Vous savez, celui 65, vous connaissez tous les mensonges d'État qui ont été tissés au bout. Et quand les Souba parlent de triple classe, dans conscience du développement et développement, conscience du développement, je crois, et démocratie, pardon, aux nouvelles éditions africaines en 1975. Tout a été galvaudé, mal interprété. Et pourtant, il n'avait qu'en tant qu'intellectuel anticipé ce qui devait se passer au Congo et qui s'y passait déjà.
Le reste, je ne vais pas ouvrir des débats. La conférence nationale est passée. Il y a eu des vérités comme des contre-vérités. Et c'est là où même, quelque part, j'ai voulu un peu répondre, mais ce n'était pas l'objet de la communication de mon frère Toungamani. C'est quand, à la fin, il me dit, j'ai heurté un peu, peut-être dit quelque chose sur le professeur du support. Mais non, moi, quand je suis intervenu, je n'ai même pas parlé, je n'ai pas fait référence, je n'ai pas fait référence au professeur. C'est pourquoi je dis, nous sommes méchants, nous sommes suicidaires, parce que nos propres valeurs, nous les tuons nous-mêmes. On a eu un Congolais qui a su faire la synthèse de certaines pratiques traditionnelles avec des pratiques modernes, donc on l'a combattu à fond, parce qu'il ne fallait pas qu'il accède à la magistrature suprême. Deuxième chose, ne nous défaussons pas toujours sur l'Occident. Toujours dans la même lignée. On se défausse toujours sur l'Occident. À la prestation de serment du professeur Israël, il disait, toutes les guerres, tu les moribus. Quels sont les lois sans des choses comme ça. Ne nous défaussons pas toujours l'Occident. Ma petite intervention à Londres ici, je disais, mais qui sommes-nous devenus Congolais de Brazzaville? Qui sommes-nous devenus? Notre identité. Tous les problèmes que tu soulèves sont réels, fondamentaux, pardon. Mais, Nzalagra, il vit encore. Nous a-t-il dit la vérité? Nos Mazalaï, comme l'a dit, je crois, sur le site Mouinda, l'a écrit, si je ne m'abuse, c'est un sobriquet, je sais bien, c'est l'Angangui ou Etrobeka, il est parti avec tous ses secrets dans sa tombe. C'était mon grand frère qui m'a présenté à je sais pas, pourtant je suis né au Niari, c'est lui, je sais pas, j'étais enfant, petit, mais on du mal. Mais celui qui m'a présenté à lui en tant qu'adulte, c'est Sister Chikaya. Donc je dis, tous ces gens-là sont partis. Et vous savez, quels sont les fameux hommes politiques qui n'ont jamais fait de prison au Congo? En tête, c'est Sassou. Suivre qui? C'est lui, je ne sais pas, il y a des historiens ici, j'ai mon frère là qui fait de la recherche, tout le monde c'est des intellectuels. Est-ce que l'on connaît un autre actuellement, dans l'histoire même moderne de la diplomatie, est-ce que vous connaissez un ambassadeur qui a déjà passé 15 ans à un poste? Hein, vous ne vous retrouvez pas avec cet appareil quand même. Et vous en faites quoi, Lopez? Pourquoi ces gens n'ont jamais fait de prison politique? Pourquoi vous ne vous demandez jamais? Et pourquoi, depuis 15 ans que Sassou est devenu au pouvoir, c'est toujours l'ambassadeur du Congo à Paris? Quand Ouadi est assassiné, avant Louis-Sylvain Goma, qui en fut d'abord le Premier ministre, quand Adada, ministre du pétrole, où était Lopez? Le comité militaire du parti, le ministre des Finances, c'est qui par rapport à son profil? Henri Lopez peut être ministre des Finances, par rapport à son profil, c'est un poste politique, c'est administratif, c'est tout, c'est le management qui compte et tout, on veut bien. Il fait quand même ministre des Finances de 77 à 80. Donc, je suis d'accord en partie avec toi quand on connaît les acteurs qui ont conduit le pays, le Congo, à cet état des choses. Et pourtant, Henri Lopez est signataire de la lettre des parenthèses initiée par le professeur Souba. Et pourtant, Henri Lopez est l'auteur des tribaliques. Vous connaissez bien les tribaliques. Mais il s'est bien usé de sa plume pour faire diversion. Non seulement faire diversion, pour contribuer à aliéner les Congolais, à les abrutir, à les affaiblir. Donc, tribalité. Oui, merci beaucoup. Donc, soyons sérieux, sincèrement. L'Occident, oui, convenons-en. Mais nous-mêmes, que ce soit ceux qui sont au pouvoir actuellement, pour moi, ce qui n'est pas un pouvoir, c'est plus une tyrannie. Mais nous-mêmes prétendons accéder demain à ce pouvoir. Soyons sérieux. Je vais parler d'hypothèses hautes, médianes et basses. Quelle est l'hypothèse que nous prenons? La haute, la médiane ou la basse? Et je vais terminer, Kovala. Je vais terminer. Pourquoi des velléités de décision au niveau de l'incon ou de la conscience collective pour certains? Mais il y a des choses qu'il faut nommer.
Il y a des choses que nous ne voulons même pas rattraper. Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est toi ou c'est Benjamin qui a fait allusion à un document de la chaîne 6, c'est ça? M6? Mais il y a le dernier document, ce n'est pas parfait. Il y a des choses à revoir là-dedans, le président ne sera pas, encore une fois. Sur le dernier document du Nouvel Observateur, avec France 2. Ça aussi, c'est d'actualité. Tout ce qui est écrit. On nous dédouane même. La période de 92-97, on nous dédouane. Mais lesquels se sont condamnés, ce sont nous-mêmes. Ceux qui ont animé la conférence nationale, ceux qui ont fait la démocratie, arrivent. Et on a remis sur la sellette par des écrits, par des propos, des comportements qui ont fait que Sassou s'enracine et que la mafia s'installe. Les paradis, parce qu'à un moment donné, on a fait allusion, pas les paradis, pardon, nous avons fait allusion plutôt aux rivalités. Mais c'est les rivalités de la colonisation. Et tu parles des peuples Congo, des peuples Ngala. Si nous voulons rebâtir le Congo, reconstruisons, ressoudons d'abord le tissu du peuple Congo. Tout pour que le Congo renaisse demain, puisse renaître, descendre, pour d'abord vraiment régler, résoudre le problème du peuple Congo. Que le frère du bout cesse de penser que celui des pays du Niari, du Bouilou, ne lui est pas égal et vice-versa. Si ça, ce n'est pas réglé, on n'en sortira pas. Parce que le peuple Ngala, de gré de force, il est soudé, il est uni. Quant au peuple Teke, qui navigue entre les deux eaux, l'on sait bien comment il pourrait rallier telle que l'autre partie. Maintenant, en tradition, je veux bien, tu dis, toi, où sont les tiennes de propositions? Les propositions, c'est avec la modernité. Il faut allier la tradition à la modernité. Cheikh Anta Diop nous l'a appris. Nous avons eu un Congolais comme Youssouba qui nous l'a répété plusieurs fois. Quand il vient parler des sciences et technologies, des innovations et tout, mais c'était incroyable. L'abrutissement, seulement que les cerveaux, le lavage des cerveaux depuis 30 ans, 40 ans, et ça a depuis 15 ans. C'est des plus belles quand j'entends le jeune qui venait parler des statistiques, semble-t-il satisfaisantes de l'éducation au Congo. Mais il y a de quoi s'étouffer, c'est trembler soi-même. Les statistiques, nous avons toutes les statistiques, des rapports internationaux faits par les experts. Mais l'UNESCO, on sait aussi. Il y a des parents qui ont travaillé à l'UNESCO qui travaillent. On sait la complaisance de l'UNESCO. Et je vais terminer par ça. L'éducation, par exemple. Et je dis ça parce qu'un peuple qui a abouti, un peuple qu'on tue, quand on tue l'alma mater, quand on tue l'éducation, c'est qu'on tue un peuple. Et Sassou a réussi à tout nous faire ça. Et ça, il a réussi. Donc, pour régler cette problématique, ce n'est pas seulement avec notre culture ancienne, notre tradition, mais c'est aussi avec la modernité. Peut-être au constitutionnaliste congolais, mais il n'avait pas tort par rapport au PDPC de l'époque, la perestroïka, le discours de la bonne, même si le président Mitterrand n'est pas allé jusqu'au bout, il y a des contraintes, il y a des intérêts français et tout. Maintenant, nous avons la possibilité. On est à Paris. Si, au sortir de cette salle, comme je l'ai dit entre-temps, on peut être un peu plus sérieux avec la modernité, et donc même avec la démocratie et l'universelle. Parce que si nous raisonnons comme ça, c'est donner raison à Chirac. Parce qu'avant que Rousseau ne le dise, d'abord Chirac l'avait dit en 90, que les Africains n'étaient pas mieux. Et Sarkozy est allé nous narguer à Dakar. Là, il y a Hollande qui semble réparer. Tradition, tribalité, d'accord avec toi en partie, Kovalan, mais seulement la modernité va nous permettre d'aller plus loin, de faire en moins d'un demi-siècle ce que les autres ont fait en 200 ans ou en 100 ans. Pourquoi sommes-nous obligés de passer par les étapes chaotiques que les autres ont connues? Ce n'est pas mécanique. Ce n'est pas mécanique, on n'est pas obligé de... Parce qu'il y a eu la Révolution française, il y a eu telle difficulté, nous ne sommes pas obligés. Aujourd'hui, nous avons des armes plus performantes. Toi, tu es expert dans ton domaine. Est-ce que tu as utilisé la tradition de chez toi pour devenir expert dans ton domaine? Aujourd'hui, l'Internet, c'est universel. On est adapté, on est connecté. Quand on sait que là-bas au Congo, tu ne peux pas. Tu envoies un message, ils s'attendent 48 heures, 72 heures pour qu'ils puissent l'avoir. Donc, tradition, modernité, ensemble avec cette aide, mais aussi
que nous puissions faire, ce n'est pas une forme de repentance, qu'on fasse l'examen de conscience, qu'on se reconnaisse congolais et à l'unisson autour des stratégies, des résiliences, des stratégies nouvelles qui nous permettent, des dynamiques nouvelles qui nous permettent de repartir. Et ce que nous faisons là, si ça peut être acté, consigné et qu'on se relance, qu'on se retrouve, qu'on fasse, comme l'a dit Benjamin, qu'on parte vers des véritables états généraux du Congo. On commence par ces états généraux du Congo parce que là-bas au pays, ils seront traqués, même quand j'entends certains qui servent le système qui nous parlent des états généraux, mais ils n'entendent pas peut-être de la même manière que vous et moi. Parce qu'ils sont sur le terrain, c'est vrai, mais ils ne travaillent pas pour vous et moi. Mais ici, on est relativement en prison à ciel ouvert, mais on a la possibilité d'agir, au lieu d'être sérieux. Qu'on arrête les réunions, aujourd'hui on est là, dans un mois on reviendra et on ne trouvera toujours rien. Tribalité, Covalin, d'accord, mais notre maquette grise, réunie ici, est capable de beaucoup de choses. On peut rendre... Congolaise, je suis guinéenne, mais née et grandie en Côte d'Ivoire. Et par rapport à votre concept de tribalisme dont vous voulez le maintien et tout, moi je me dis que à l'heure actuelle où sont les choses, on ne peut pas rester dans cette structure tribale et tout. Parce qu'il y a eu la colonisation, après il y a eu le partage des États. On a vu plusieurs peuples qui ont été pris, par exemple quand tu vas en Côte d'Ivoire et tout, tu as des Mandingues qui ont été associés aux Akans, et ainsi de suite. Il y a beaucoup de mélanges. Si on veut rester dans l'aspect tribalique, bah, ça va aboutir à quoi? On va diviser tous ces États-là, que chaque clan reste dans son côté, et puis voilà, il n'y a pas de problème. Mais vu qu'on ne peut pas retourner à ça, on nous a déjà découpé, on nous a départagé, on est obligé de faire avec. Et faire avec, c'est quoi? Démocratie. Ils ont on nous a dit que la démocratie était le modèle de gouvernement propice pour les États, pour les nouveaux États qui étaient constitués. D'accord. Mais c'est quoi? Pour que cette démocratie marche, c'est pas rester dans cette idée de nord, sud et tout. Non, il faut ramener tout le monde vers l'unité nationale. C'est sûr que les Africains sont partis avec un handicap qui est lequel? On n'avait pas de nation à la base. On a pris plusieurs groupes, on les a mélangés, voilà et tout, débrouillez-vous. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire comme homme politique? Vous voulez partir, reconstruire le Congo et tout? C'est d'abord recréer l'unité nationale. Pour vous faire accepter... Je suis congolaise de Kinshasa. Moi, j'ai un petit souci avec ce que vous avez dit. C'est un petit peu, depuis tout à l'heure, j'entends un petit peu tout le monde remettre, en fait, si vous voulez, la faute à l'Occident. C'est sûr, la colonisation, c'est les Occidentaux qui les ont décidés. Mais est-ce qu'on va construire toute notre histoire en se demandant toujours oui, mais en se disant toujours oui, l'Occident nous a brisés? Certes, se poser une question, c'était qu'allons-nous faire de ce que l'on a fait de nous? Et qu'est-ce que vous allez proposer exactement pour le développement du pays? Le tribalisme, c'est le communautarisme, c'est pas le nationalisme. Pour moi, je pense que pour avoir un État démocratique, il faut déjà qu'il y ait une conscience nationale, et à l'heure actuelle, la conscience nationale n'existe pas. Il faut la créer. C'est tout ce que je veux dire. L'exposé. Mais je pense que c'est la deuxième ou la troisième fois que j'assiste à des colloques ou conférences sur le Congo. Je suis passionné par cette question parce que moi je me sens avant tout africain et je vois que toujours les intellectuels africains qui vivaient en Europe, ce que je considère être un privilège, surtout dans un pays comme la France, ne réfléchissent jamais et parlent jamais en pensant en Afrique ou en africain. Ils pensent toujours selon leur petit pays et pourtant ils dénoncent le congrès de Berlin qui a balkanisé l'Afrique. Ça c'est un. Deuxièmement, je voudrais féliciter Covalin, certes, par son exposé très brillant, mais je pense aussi que aujourd'hui l'histoire africaine qui a été longtemps niée sur la seule base de l'absence des textes écrits est enseignée dans les plus grandes universités européennes et américaines. Je pense que c'est ce qui est à la cause même de ce discours de Sarkozy qu'on a égratigné par rapport au fait que les intellectuels africains sont restés à la périphérie du discours, dans la mesure où, au XVIIIe siècle, Hegel disait que l'Afrique est une partie ahistorique du monde, pas d'histoire, pas de passé, pas de civilisation. Et cette conception avait servi de base juridique à la colonisation. Aujourd'hui, les nouvelles sciences ont clarifié ce passé
Et aujourd'hui, on n'en est plus à des textes écrits. Donc, à partir de cet instant, moi, je ne me sens pas concerné quand certains pensent que cette petite phrase nous a touchés profondément en tant qu'Africains quand on nous dit que l'Africain ou le noir africain n'est pas complètement rentré dans l'histoire. Lui, il est rentré dans l'histoire. Pourquoi je le dis? Parce que, tout simplement, au moment où le corps de la paix américain investit les pays africains depuis plus de 30 ans, maîtrise mieux que nous ce qui se passe dans nos pays parce qu'ils sont dans les villages les plus reculés pour maîtriser la psychosociologie, on s'arrête, nous, jusqu'aujourd'hui, sur des questions et des problématiques que des gens comme Senghor ou autres ont posées depuis très longtemps en parlant d'enracinement de rupture, comme Ferdinand Oyono, ou bien tout simplement Amadou Ampateba, pour ne pas citer peut-être les intellectuels d'aujourd'hui. Bon, qu'est-ce que je voulais dire? Le Congo-Brazzaville est un pays qui compte 3 millions d'habitants, 342 000 km². C'est un pays qui fait au minimum 600 000 barils de pétrole par jour. Et 2/3 de sa superficie est une forêt dense avec du bois noble. On voit dans ce pays qui a été presque à 78% le seul pays africain qui avait ce taux au-dessus en matière d'alphabétisation. Aujourd'hui, le Congo-Brazzaville fait 80% de sa population en deçà du seuil de pauvreté. Est-ce que la vraie question elle est posée? Parce qu'on parle de problèmes institutionnels, de problèmes constitutionnels, de problèmes d'idéologie, les principaux idéologies qui minent nos intellectuels africains, qui sont là à nous raconter ce que voudrait l'Occident. Parce que pourquoi l'Occident? L'Occident, les États n'ont pas d'amis, les États ont des intérêts. Depuis maintenant 3-4 ans, on travaille ensemble effectivement sur cette problématique. Je partage certaines idées. Je suis de Madagascar, donc je suis du continent africain. Et la tribalité, effectivement, est quand même quelque chose à savoir. Et je veux rassurer en fait les jeunes. C'est bien de savoir qui on est, d'où on vient, pour pouvoir ensuite se projeter dans l'avenir. Ça, c'est très bien. Mais la tribalité ne veut pas dire qu'on va vous confisquer la démocratie, etc. Non. C'est juste en fait que les idées qu'on a partagées, ou du moins que je partage avec Covalin, ça a été le respect, qui est aujourd'hui effectivement quelque chose que l'on perd. Le respect, la corruption aujourd'hui, pour revenir effectivement sur la corruption, ben c'est un mot effectivement ou des mots qui font très mal au continent africain. Pour faire un petit clin d'œil à Europe Écologie Les Verts, il y a beaucoup de questions effectivement d'environnement en Afrique. Et là-dessus, il ne faudra pas effectivement les ignorer. Et il faudra... En ce qui concerne la tribalité, c'est vrai que quand j'ai lancé ce concept, il y a quelque chose qui nous gênait, c'est-à-dire qu'il y avait tribalisme, tribalité, et on a l'impression que ça sonne pareil. Mais en réalité, c'est deux choses complètement différentes. Dans la tribalité, il y a nos us, il y a nos coutumes, il y a nos valeurs. C'est ça la tribalité. Revenir à la tribalité, c'est revenir à ce qu'il y a de plus fondamental dans notre culture. C'est quelque chose de tout simple. Aujourd'hui, par exemple, dans certaines familles, l'oncle, on l'appelle par son prénom. C'est bien en Occident. Mais chez moi, un oncle, c'est tonton. C'est même papa. Le père de le grand frère de mon père ou le petit frère de mon père, c'est mon père. C'est ça. Et dans cette tribalité, nous disons qu'il y a des valeurs. Nous disons qu'on peut aller chercher les ferments d'un vivre ensemble entre des tribus présentes à l'intérieur d'un territoire donné. Mais on ne va pas refaire l'histoire, parce que c'est... Comment voulez-vous qu'on reparte depuis les années 1883 où on a mis en place les États africains? Ok, on va considérer qu'on n'y touche plus. En 1963, les leaders africains se sont réunis à l'OUA. Ils n'ont pas trouvé de consensus. D'ailleurs, ce sont les leaders francophones qui sont venus pour dire qu'il fallait garder les frontières issues de la colonisation. Je n'en sais rien. Je sais aujourd'hui que les choses évoluent.
À l'époque, on nous disait qu'il fallait conserver les frontières issues de la colonisation, mais aujourd'hui, on nous parle du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. C'est en vertu de ce droit que, par exemple, l'Érythrée a eu son indépendance, que, par exemple, le Soudan Sud, aujourd'hui, a eu son indépendance. Donc, pour répondre à ceux qui m'ont posé des questions, première question, la question de Tessa, elle dit « Ok, je veux la modernité ». Moi, je pense que pour se développer, il faut s'envelopper. Pour se développer, il faut s'envelopper. Les Asiatiques ont fait pareil. Ils ne sont pas allés en disant « Ok, on va prendre tout ce qu'il y a d'occidental ». Mais ils ont utilisé leur culture, ils ont utilisé les ferments de leur propre culture pour construire quelque chose. Aujourd'hui, la Chine est l'une grande puissance. La Corée du Sud, par exemple, qui était un pays sous-développé dans les années 60, est aujourd'hui très développé. Vous avez des grandes industries comme Samsung, mais pourquoi? Ils ne se sont pas basés sur le tout copié occidental. Le Japon, vous savez, au Japon, on ne fait pas de grève. Mais nous, les Africains, on aimerait toujours avoir le droit de grève, et puis de toute façon, ça se fait à Paris. Donc on va copier, ça n'a aucun rapport. Chez nous, il y a le respect des aînés, le respect du père. Et quand on vous dit qu'au Japon, quand on est en grève, on met une bannière noire, ben oui, ça fait partie de leur tribalité. Et en quoi c'est incompatible avec leur propre développement? Donc ce que je pense, c'est que pour se développer, il faut s'envelopper. Ensuite, on parle de la décolonisation. C'est quoi? Il faut que ça, c'est une décolonisation qui doit être aussi mentale. Or, nous raisonnons sur des clichés complètement biaisés qui n'ont rien à voir avec nos réalités sociologiques. Quand tu me parles de la gauche, au Congo, qu'est-ce que c'est la gauche? Franchement. Hein? C'est quoi? Le pouvoir des ouvriers? Quels ouvriers? C'est-à-dire qu'en fait, on pourrait bien répondre à cette question si on engageait l'observation, l'étude de ta tribalité ou des perspectives ethniques, non pas avec ces termes-là, mais avec d'autres, notamment ceux de l'étude sur la parenté, notamment ceux avec les termes de famille. Parce que quand tu commences à parler de famille, tu commences à voir qu'il y a des familles plus ou moins. Et c'est là où... Parce que c'est des sujets très larges. Donc voilà. Tout à fait. Donc je répondais à Jemina sur la faute de l'Occident. Donc je parlais moi de décolonisation. Cette décolonisation qui doit être mentale. Alors mon père Paul Suarez, lui a été vraiment très intéressant. Il a parlé de l'école. Il a parlé de l'identité congolaise. Il dit que nous sommes inscrits aux Nations Unies. Ah oui, bah oui, nous sommes inscrits aux Nations Unies. Mais c'est quoi les Nations Unies? Moi, je veux bien que l'on se considère congolais. Je suis d'accord. C'est le fruit de mon histoire. C'est le fruit de la colonisation. Ok, on a fait de nous des États indépendants. On est... ok, je suis d'accord. Mais je pense, une fois de plus, que nous, pour construire une nation, nous avons besoin de favoriser le vivre ensemble entre toutes nos populations, et que pour cela, il faut revenir à notre tribalité. Mon ami Ndiaye Sadibou dit, est-ce que nous posons les vraies questions? Alors, les vraies questions. Il dit, ok, les Chinois sont en train d'arriver, sont en train de prendre les terres. Votre pétrole, vous faites du 600 000 barils par jour, mais ça ne marche pas. Ok, moi, est-ce que nous posons la bonne question? Est-ce que nous sommes capables aujourd'hui de résister devant les pouvoirs financiers qui viennent dans nos pays? Mais la bonne question, c'est est-ce que nous avons réussi à construire une conscience nationale? Est-ce que ces multinationales qui viennent chez nous ne profitent pas de nos divisions? Moi, je pense que c'est ça la vraie question.
Donc, pour que ces multinationales ne profitent pas de nos divisions, il va falloir que nous puissions unir nos pays. C'était la question du développement avant tout. Mais est-ce qu'on peut se développer sans avoir réglé la question nationale? Ça, c'est encore un autre débat. Alors, dernière intervention, c'est celle de mon frère Mwanda. Il dit qu'il faut lutter contre le tribalisme. Oui, il faut lutter contre le tribalisme. Moi aussi, je veux bien lutter contre le tribalisme. Mais le problème, c'est que c'est une réalité. Comment on fait pour en sortir? Comment on règle la question posée par nos Mazalais? Comment on met en place des institutions qui vont nous permettre de vivre ensemble? Parce que tout le problème est là. Si on ne règle pas les questions institutionnelles, si on est juste dans la politique politicienne, vous n'avez rien réglé. Moi, je pense d'ailleurs qu'il y a des aînés ici qui ont été des conférenciers. J'étais un jeune de 20 ans à l'époque. Moi, je pense que cette conférence nationale de 91, nous n'avons pas réussi à traiter tous les problèmes. Pourquoi on n'a pas répondu à nos Mazalais? Pourquoi on est allé vers une démocratie à l'occidentale rapide, histoire de dire on va à la démocratie? Pourquoi on n'a pas réglé cette problématique? Il va falloir, demain, on me parle aujourd'hui peut-être de l'organisation des États généraux. Mais allons-y à ces États généraux. Écoutez d'autres points de vue. Je peux me permettre de te là-dessus. Oui. Par rapport au problème que tu poses, oui. Le problème a été posé au niveau de la conférence nationale. Oui. Les fonds de change, je sais partie de ceux-là, ont même apporté une petite réponse. On a dit qu'au Congo, s'il y a tant de problèmes de tribalisme que ça, parce que finalement il n'y a qu'une seule élection, c'est l'élection présidentielle. Toute la vie de la nation est ramenée au niveau du président de la République. Donc c'est déjà un niveau qu'il fallait totalement casser. Il fallait ramener le pouvoir au niveau des populations et étudier une autre stratégie par rapport à l'État centralisé. Une véritable décentralisation. Voilà, c'est la véritable décentralisation qui va faire que les gens aient le pouvoir, quel que soit l'endroit où ils sont. Voilà ce que nous avions dit. On a dit, si quelqu'un est à Kinkala, regardons la part de pouvoir qu'il va faire, qu'il n'en veuille pas à celui qui est à Wando. Cher aîné, vous avez bien réussi. Vous avez bien réussi alors. Mais non, mais c'est parce que c'est une guerre politique qu'on n'a pas réussi la conférence nationale. Sinon, je ne serais pas là. On est d'accord. Donc, il faudra reposer la question nationale. Comment on règle la question nationale dans une société pluriethnique? Comment on met en place des institutions qui tiennent compte de nos réalités sociologiques? Ça, c'est la vraie question qui permettra demain au Congo d'être uni et de construire son avenir. Parce qu'on ne construira pas, vous avez beau construire vos routes, vous avez beau construire vos aéroports, vous avez beau construire je ne sais pas quoi, tant qu'il n'y aura pas d'unité nationale, vous ne réglerez pas le problème.